Chers internautes, bonjour, bienvenue pour ce 132e site rep sur la Syrie en compagnie d'Aïssar Midani. Aïssar, bonjour. Bonjour Raphaël, bonjour chers internautes et bonne rentrée puisqu'on est fin septembre, on est fin octobre déjà, donc les choses se sont faites. Oui, de notre côté, on est en vacances de la Toussaint en fin de semaine. Mais il est encore temps de souhaiter une Ouais. bonne rentrée. Euh, on va passer en transition pour faire un point sur la Palestine et notamment les violences que subissent les Palestiniens ces dernières semaines. Est-ce que tu peux nous en parler? C'était notamment pendant les fêtes juives. Oui, bonjour à tous. Alors effectivement, c'était une escalade de violence inouïe et inégalée dans toutes les régions de la Palestine. Des agressions contre le camp de Jenin, des quantités de Palestiniens qui ont été arrêtés, agressés par l'armée israélienne, à Naplouse, pareil, à Tolkerem, pareil, etc. À Jérusalem et dans la banlieue de Jérusalem, des agressions alors systématiques, et puis à Jérusalem, dans la mosquée, alors ça, il y avait systématiquement des invasions des colons de la mosquée qui souillaient la mosquée, qui faisaient des psaumes talmudiques dans la mosquée. La mosquée a été bouclée, interdite aux Palestiniens, bouclée par l'armée israélienne pour protéger les colons. La dose de répression et d'horreur a bien augmenté dans toute la Palestine seulement, pas seulement en fait le côté de Jérusalem et des alentours de la mosquée, mais dans toute la Palestine. Toute la Palestine a été bouclée, ce qui exprime énormément d'ailleurs la peur des Israéliens de cette montée des luttes palestiniennes qui se propagent à travers tout le pays et non seulement d'ailleurs par des jeunes militants qui n'appartiennent pas forcément aux organisations, qui ne sont pas forcément organisés, qui ne sont pas armés forcément d'ailleurs plus. Donc, en fait, la peur envahit les Israéliens et ce qui fait effectivement qu'il y a une répression féroce qu'ils exercent sur les Palestiniens et ils tirent à bout portant sur tout ce qui bouge. Il y a eu euh, plusieurs jeunes adolescents qui ont été tués, des arrestations ajoutées aux arrestations systématiques. En fait, tous les jours, il y a plein d'arrestations. En même temps, le peuple palestinien continue à affirmer sa volonté de continuer la lutte, sa volonté de s'opposer et de libérer la totalité de son territoire. Aujourd'hui, l'ensemble des organisations palestiniennes se sont unies aussi sur le mot d'ordre, seule la résistance est capable de libérer la Palestine. Donc, pas de dialogue, pas de solution simili-solution de paix, style Oslo, puisque de toute façon, ça fait bien 30 ans et qu'ils pratiquent les discussions à travers Oslo et depuis ces accords, la vie des Palestiniens elle est encore pire que tout. Il y a toujours une volonté israélienne de mettre dehors tous les Palestiniens et en fait, de confisquer la totalité du pays, puisque jusqu'à maintenant, ils ont usurpé une grande partie de la Palestine depuis 67. Et là, ils continuent à grignoter du terrain, à construire des colonies, etc. Malgré toutes les décisions internationales, malgré toutes les décisions mondiales, y compris d'ailleurs les décisions les positions des États-Unis qui les poussaient à arrêter la colonisation, mais rien n'y fait, ils continuent.
et il continue dans un cadre de répression absolument terrible et terrifiant, je dirais. Ce qui ne fait que, d'ailleurs, attiser la résistance palestinienne et la détermination du peuple palestinien à résister et à trouver que tous les moyens dits de paix et de négociation sont absolument inefficaces et ne présentent absolument aucune issue. Mhm. Alors, dans ce contexte, il y a plusieurs organisations palestiniennes, en tout cas le Hamas, qui a rencontré récemment le président syrien Bachar al-Assad. Est-ce que tu peux nous parler de cette Hmm, En rencontre? fait, c'est dans ce contexte, il faut savoir quand même que la Palestine, la Syrie a toujours appuyé la résistance du peuple palestinien. Et dans ce contexte, la Syrie a condamné cette répression, a condamné et condamne toujours toute cette répression israélienne contre le peuple palestinien et toutes ces exactions qui sont menées contre la population palestinienne. La Syrie affirme le droit du peuple palestinien à recouvrer toutes ces terres et à continuer en fait et à mettre l'occupant dehors pratiquement. Donc, et je voudrais dire dans ce cadre, la Syrie a toujours et depuis toujours a eu comme boussole et comme point de lutte important la lutte pour la libération de la Palestine. Et dans ce cadre, elle a toujours soutenu la lutte du peuple palestinien, ce qui lui a valu d'ailleurs les agressions de la part des Israéliens, mais aussi beaucoup d'agressions de la part des Américains. Et je peux dire que ce qui se passe en Syrie depuis 2011, la guerre par proxy, l'invasion par terroristes interposés qui sont dépêchés par les Américains et par les pays de l'OTAN, cette agression en fait de tous les pays de l'OTAN, euh, ajoutée aux pays de la région comme la Turquie, à certains pays de la région comme la Turquie, le Qatar, l'Arabie saoudite et tous ces pays qui ont aussi recruté, dirigé, armé, financé des hordes terroristes contre la Syrie. Ça a été en fait pour casser la Syrie et pour aussi évincer son président ou le président Bachar al-Assad euh, qui est vraiment le président qui soutient la lutte du peuple palestinien et qui ne négocie pas sur le dos du peuple palestinien. C'est un des rares pays arabes qui ne l'a pas fait et c'est la raison pour laquelle la Syrie était particulièrement visée dans cette agression de ce qui est appelé le printemps arabe. Alors je voudrais en Voilà. profiter, Et Aïssar donc, Milani, je voudrais en profiter oui. Mm. pour souligner que d'après plusieurs analystes, cela fait plus de 20 ans que la Syrie est tensée et menacée par les États-Unis d'arrêter son soutien au Hezbollah, le Hezbollah bien sûr qui soutient Mm. également la cause palestinienne. Et à la résistance palestinienne. Tout à fait. Mm. Voilà, donc je pense que Et à la résistance palestinienne. Voilà, il faut savoir que la Syrie a toujours accueilli les forces de la résistance palestinienne. Elle les a aidés à s'armer, à s'entraîner sur les territoires syriens, à vivre sur le territoire syrien aussi, y compris le Hamas, qui a été malheureusement un des bras armés qui ont participé aussi à la destruction de la Syrie, puisque ce sont des frères musulmans et qui sont inféodés à la Turquie et au Qatar. D'où l'importance de ce qui s'est passé aujourd'hui, justement, il y a une délégation interorganisation palestinienne qui regroupe
des responsables de l'ensemble des organisations palestiniennes, Mhm. qui est venu rendre visite à la Syrie, donc, dont le Hamas d'ailleurs, qui depuis 2012 ont été mis à l'extérieur, puisque c'était aussi des agresseurs de la Syrie, ils s'étaient alliés aux agresseurs de la Syrie. Bon, là, ils viennent en disant que de toute façon, ils regrettent, Hamas regrette les erreurs qui ont été commises vis-à-vis de la Syrie. Ils assurent la Syrie non pas de leur soutien, mais qu'ils sont fiers de la résistance de la Syrie, qui les a toujours soutenus, qui a toujours soutenu la cause palestinienne et qui a toujours été du côté de la vérité dans la cause palestinienne. Donc, ils viennent à nouveau renouer et vouer allégeance, je peux dire, à cet État syrien qui les a toujours soutenus et pour lequel ils ont été, enfin, certains, pas tous, hein, Hamas a été dans l'ingratitude totale. Je voudrais dire quand même que le responsable de Hamas a souligné que c'était des erreurs individuelles de certains membres de la direction, donc qui, on peut espérer, n'étaient pas partagées par l'ensemble de l'organisation. Bon, ils reviennent sur ces erreurs et que ils tournent la page et ils espèrent commencer ou lancer une nouvelle phase, je dirais aujourd'hui, de coopération dans la lutte avec la Syrie, dans la lutte contre l'ennemi sioniste, hein, et dans la lutte contre tous les agresseurs de notre région, tous les impérialistes. Mhm. Chose qui est très positive, je pense, et je pense que ceci, en fait, si on peut dire un petit élément d'analyse, hein, comment on peut dire qu'une organisation transforme sa position comme ça du tout au tout, sans qu'il y ait eu un très grand changement à l'intérieur et une grande autocritique. Mhm. J'ose espérer que ça a été fait et j'ose espérer quand même que cette nouvelle euh, orientation est assurée par une direction qui est beaucoup plus indépendante et qui est plus fidèle à la cause palestinienne et pas à une cause de faction politique comme les frères musulmans et qui reçoit ses ordres de l'extérieur, que ce soit l'Arabie saoudite ou la Turquie ou le Qatar, etc. Mhm. Donc, c'est un élément qui me permet d'avoir un peu d'optimisme, je dirais, pour l'indépendance de la direction du Hamas par rapport au mouvement des frères musulmans, qui, on le sait, a été créé dans les années 30 par l'Empire britannique ou par le royaume britannique et qui a été à nouveau, qui a continué avec l'ensemble des frères musulmans qui existent partout d'ailleurs, comme en Tunisie, et qui sont plutôt contre l'unité arabe, contre les, contre les pays nationaux, en fait, il faut le savoir, hein, contre la Libye, etc. Mhm. Donc, en fait, c'était plus un élément de destruction. Les frères musulmans sont plus un élément de destruction dans la région que autre chose et qui sont complètement liés. Je ne dis pas que tous les militants ou tous les éléments de base le sont consciemment, mais les directions, elles sont complètement liées, effectivement, aux Américains et aux Britanniques. Voilà. Mhm. Euh, Voilà. on va Donc, se concentrer un petit bon, peu c'est sur. positif quand Oui, même. pardon. Oui, je peux dire c'est positif quand même qu'il y ait cette autocritique Mhm. et que, mais pour ma part, j'estime que Hamas doit réparer ce qu'elle a détruit parce qu'ils ont détruit beaucoup. Ils ont détruit le camp Yarmouk, ils ont détruit pas seulement d'ailleurs les Syriens pour les Syriens, même pour les Palestiniens. Beaucoup de Palestiniens ont été tués par eux. Ils ont ouvert les portes du camp Yarmouk à Daesh, en fait. Hein. C'est quand même très grave. Bon, si on peut dire qu'il y a une autocritique et un retour sur
sur ces questions et puis une véritable réparation, c'est déjà un point positif ou un début positif, mais l'avenir nous dira. Voilà. Mhm. Alors en Syrie, la reconstruction continue et le retour des réfugiés également. Et tu me signalais qu'avait lieu très récemment donc le cinquième congrès des réfugiés, euh, avec notamment cette fois-ci le général Aoun qui a déclaré que le Liban allait renvoyer un certain nombre de réfugiés ou la totalité des réfugiés syriens chez eux. Alors, Non, il n'a pas dit ça exactement comme voilà. ça, mais. Alors, Je précise un certain nombre de choses, oui, effectivement. Alors, la reconstruction continue parce qu'il y a eu effectivement. Alors, il y a deux niveaux. Il y a au niveau local, effectivement, la reconstruction continue. Les Syriens comptent sur eux-mêmes. Ils créent des petites centrales de production électrique. Ils essayent de créer des petites des centrales photoélectriques, c'est-à-dire de production de l'électricité par le soleil, par l'énergie solaire. Ça, c'est un côté où la Syrie fait son bonhomme de chemin. Elle continue à encourager, l'agriculture à petite échelle, l'agriculture familiale, les possibilités de manière à revenir à l'état comment dire, de revenir à l'état d'autosuffisance dans lequel on était en 2010 avant toutes ces destructions, 2010-2011 avant ces destructions dévastatrices, où la Syrie était complètement autosuffisante sur le plan alimentaire, sur le plan vestimentaire, sur le plan des médicaments, sur le plan de tout pratiquement. La Syrie, elle consommait ce qu'elle produisait et elle arrivait même à exporter une certaine partie. Alors, dans ce contexte où il y a les États-Unis qui occupent la partie la plus fertile de la Syrie dans le nord, et en même temps le nord, le nord-est, hein, la Turquie qui occupe aussi cette partie d'Idlib, qui est aussi la plus fertile, qui est le grenier de la Syrie, le deuxième grenier de la Syrie, il y a effectivement des carences et donc on essaye de remplacer et on essaye surtout de les libérer. Alors là, d'un côté, la résistance populaire augmente du côté contre les occupants turcs et américains et surtout aussi contre leurs sbires de Qassad qui sont complètement mercenarisés et payés par les Américains, donc par les Américains et les Turcs. Ces factions turques qui sont appelées l'armée syrienne, Al-Jaysh al-Souri al-Hurr et comment dire, Qassad, pas Qassad, et Jaysh al-Tahrir, qui est Al-Nusra, etc., Al-Jaysh al-Turkestani, qui sont tous à l'ordre en grande partie à l'ordre de la Turquie, et les autres Qassad qui sont aux ordres des Américains. En fait, la Turquie a, sous les pressions russes, on en avait parlé la dernière fois, qui devient aussi un hub, en fait, un centre de distribution de l'énergie. En fait, la Russie pousse effectivement pour la construction d'un centre de distribution de l'énergie, c'est-à-dire de l'électricité, du gaz et du pétrole en Turquie vers l'Europe. Hein. En même temps, Poutine fait pression importante sur la Turquie pour que elle soit une partie intégrante de la paix dans la région et de la stabilité dans la région du Moyen-Orient et non pas un facteur de déstabilisation comme elle a joué jusqu'à maintenant depuis 2011 en soutenant les terroristes qui ont envahi la Syrie et qui ont transité par la Turquie et en soutenant les terroristes aussi qui sont allés aussi en Libye et en jouant sur les transports
des terroristes d'un côté à l'autre. Je voudrais quand même là, je fais allusion au Karabakh et aux frontières arméniennes, etc. Donc la Turquie joue un rôle très néfaste dans la région, et en fait la Russie fait pression sur la Turquie pour la faire aller dans le sens de la stabilité, et donc dans le sens de la stratégie nouvelle, la stratégie de la Russie, de la Chine et du monde nouveau, donc la stabilité de l'Eurasie, en fait, et la stabilité du monde. Donc, en fait, de ce fait, effectivement, il y a eu, suite à cela, des manifestations qui ont été faites dans le nord de la Syrie par les traîtres syriens qui sont payés par la Turquie, qui ont fait, ils se sont leur sentis lâchés, dont Al-Jolani, en fait, qui a aussi qui a dirigé ces troupes pour tout d'un coup occuper une grande partie. La Turquie s'y oppose par ce qu'elle appelle l'armée syrienne, l'armée syrienne libre, qui n'est rien d'autre que de l'armée turque en fait, mais avec un drapeau du mandat syrien, du mandat français sur la Syrie. Et puis l'armée du Turkestan, l'armée du Turkménistan, etc. Et les Ouïghours. Tout ça, c'est soit dirigé par la Turquie, soit dirigé par la France. Je rappelle quand même que la France avait toujours dit que Al-Nusra fait de bon boulot. Je vous renvoie à des déclarations de Laurent Fabius et puis du ministère des Affaires étrangères français qui continue aussi à soutenir Al-Nusra et autres. Donc voilà, chacun a son plan dans cette partie de la Syrie. Les Américains qui continuent à piller les ressources pétrole et blé de la région de Hasakeh et qui laissent aussi d'ailleurs et qui sans eau potable. la population Toujours. exactement, mais non, ce qui laisse la population sans eau potable, c'est la Turquie, puisqu'elle diminue l'eau de l'Euphrate d'un côté, et par contre, les mercenaires, effectivement, des Américains, la Qassad, ils coupent l'eau de la centrale de distribution d'eau d'Alouk, en fait, qui alimente donc Al-Hasakeh et tous ces villages. Donc tout ceci, en fait, est bien enchevêtré. Et là, on voit que certaines parties se battent avec d'autres, mais pour avoir une plus grande part du gâteau, et pas du tout, ni pour le bien des Syriens, ni pour les biens des réfugiés syriens. D'ailleurs, je voudrais quand même, à ce titre, rappeler quand même qu'il y a une grande partie d'exilés en Syrie. D'ailleurs, on essaye, je dis exilés, pourquoi? Parce que ceux qui sont déplacés de leur endroit, Afrin par exemple, en fait, ils ont été déplacés de force par les forces des occupants, Jolani, etc., mais surtout les occupants turcs qui ont déplacé tous les habitants de Afrin, qui sont allés occuper Afrin, et les habitants se sont exilés vers d'autres endroits et qui sont dans des conditions de vie très précaires, où les épidémies se développent, où les maladies se développent, etc. Et où aussi on fait face au trafic d'organes, au trafic d'enfants, au trafic de femmes, etc. Et tout ceci devient quelque chose d'absolument intenable et insupportable pour l'État syrien, qui voit sa population en train de se mourir. Donc voilà, et ces accords, de là vient effectivement un congrès. Il y a eu en 2019, en fait, le premier congrès pour le retour des réfugiés, qui a été bien méprisé par les pays occidentaux, parce que eux, ils font un congrès pour le retour des réfugiés en Europe, et auquel la Syrie n'est même pas invitée.
mais en même temps que le congrès organisé par la Syrie pour le retour des réfugiés, etc. C'est Donc grotesque. voilà, ça montre que... Ah oui, c'est grotesque et c'est complètement fou. Et il parle de réfugiés et ça montre bien que c'est un peu plus des paroles dans leur bouche, mais aussi, surtout, des cartes dans leurs mains Mhm. pour peser sur l'État syrien et pour peser sur ses décisions. Alors, Or, maintenant, qu'a dit le, il y a, excuse-moi Issar, qu'a dit le général Aoun du coup alors par rapport aux réfugiés alors, syriens au le Liban? général Aoun, après, en fait, il faut quand même que je rappelle quelque chose. Mhm. Les Libanais disent toujours, en fait, que les Libanais disent il faut que les réfugiés syriens puissent rentrer chez eux parce que le Liban n'a pas la force d'abriter 1,5 million de Syriens parce que c'est un petit pays, etc. Alors, ça dépend des forces qui le disent, hein. Le général Aoun et le mouvement qu'il préside, comme le Hezbollah, disent qu'il faut effectivement qu'on favorise le retour des réfugiés syriens du Liban chez eux dans de bonnes conditions. Donc, il faut aller parler et reprendre les relations avec l'État syrien. Alors, il y a une autre partie du mouvement libanais, notre partie de la classe politique libanaise qui est complètement hostile à la Syrie et complètement d'ailleurs hostile au Hezbollah et à la Palestine, et qui disent non, non, il faut que de toute façon, ils disent il faut que les réfugiés syriens partent, hein, mais ils les empêchent de partir puisqu'ils touchent de l'argent sur le dos de ces réfugiés syriens. Il y a, je ne sais pas combien de dollars par tête de pipe que les Syriens ne voient jamais, mais qu'eux touchent cet argent. Donc, ils les empêchent de partir. Il y a même des organisations internationales qui en fait, parlent de retour des réfugiés syriens, mais qui, en réalité, les empêchent de rentrer chez eux. Parce Mhm. que s'ils rentrent chez eux, ils deviennent à nouveau des citoyens syriens et ça les embête. Il faut quand même garder l'instabilité dans la Syrie. Je voudrais dire, la Turquie était un des premiers pays qui a empêché aussi. euh, En fait, je fais une petite parenthèse. Je voudrais quand même rappeler que ces pays qui se targuent toujours de démocratie, de droits de l'homme et de liberté, etc., ont empêché les Syriens de voter lors des élections en 2014. Ils ont empêché les Syriens de faire les élections législatives, etc. Et que même dernièrement, la Turquie et l'Allemagne ont empêché les Syriens de voter dans les dernières élections de 2021, Oui. les élections présidentielles. Donc, en fait, tout ceci, chacun gars essaye de défendre ses intérêts et de peser avec un discours qui est un discours droit de l'homme, machin, etc. Alors maintenant, la vraie question, c'est que la Syrie prend effectivement les initiatives avec la Russie et avec les pays alliés, c'est-à-dire la Russie et l'Iran. Il y a donc là, c'est la première version de ce congrès qui a eu lieu en 2019, novembre 2019, qui a été méprisée par les pays occidentaux, etc., etc. Bon, elle s'est tenue avec la présence de 18 pays, je crois, à l'époque. Et Mhm. maintenant, elle se tient, c'est la cinquième version, en fait, le cinquième congrès, si on peut dire, de retour des réfugiés, où il y a une quarantaine de pays, mais il y a essentiellement une grande délégation russe et une grande délégation iranienne, où on traite de toutes les questions. Donc, qui parle de retour des réfugiés parle de préparer la structure qui permet aux réfugiés aux habitants du pays d'avoir une vie normale, d'ailleurs pas seulement les réfugiés, parce que les coupures d'électricité, le manque d'eau, le manque d'infrastructures, tout ça qui a été systématiquement détruit pendant cette guerre par les terroristes sur ordre des dirigeants de l'OTAN
et d'Israël. Donc, tout ça est à reconstruire et il faut pouvoir assurer une vie normale aux gens avant de leur dire de rentrer. Hmm. Il faut qu'il y ait les moyens de reconstruire leur maison, il faut qu'il y ait de l'électricité, du gaz, de l'eau et des conditions de vie des écoles qui permettent aussi aux enfants de retourner à l'école et de s'instruire, etc., etc. Donc, dans ce cadre-là, ces accords, ces congrès ont en fait parlé et abordé tous ces axes et fait des accords de coopération et de construction commune sur l'ensemble de ces axes, hein, ce qui est un bon présage. Alors, je peux dire que c'est très positif aussi, et ça intervient de manière très ouverte, hein, aujourd'hui, alors que comment dire, le monopole américain est cassé. On estime d'ailleurs, c'est ce qui a été affirmé par le président Poutine à plusieurs reprises, mais aussi par le président chinois Xi Jinping, où on dit, bon, le monde monopolaire est derrière nous, il ne reviendra pas. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde multipolaire. Il n'y a personne qui puisse obliger les autres à pratiquer une politique qu'il n'a pas choisie. La politique des sanctions, entre guillemets, des États-Unis a été dénoncée par tous ces pays. Je rappelle quand même qu'il y a eu un petit peu avant, il y a 15 jours, une réunion très importante de tous les pays de l'Est et de l'Est, c'est-à-dire la Chine, l'Inde, l'Eurasie, etc., et puis et la Russie, où ils ont affirmé que cette organisation qui va prendre le relais ou qui remplace, hein, l'organisation internationale. Donc, elle est en passe de devenir l'organisation représentative de l'ensemble des pays. Et ça, c'est quelque chose de très important. Ça veut dire qu'il n'y a plus une ONU qui est dominée par les États-Unis, avec des décisions biaisant tous les droits des peuples et puis qui va dans le sens des pays dominateurs. Non, ben, on a maintenant plus de justice dans les rapports entre les pays et tous les pays ont le même poids, la même voix. Et donc, ça, c'est quand même une ouverture très, très importante dans ce sens, hein, et dans le sens de la construction du nouvel ordre mondial. C'est ça que je veux dire. Donc, à l'ombre de ce nouvel ordre mondial, et on voit donc que cette politique des sanctions n'a plus aucun poids, que les compagnies maintenant qui veulent construire, qui veulent aider à la construction, elles arrivent, elles n'ont plus peur des sanctions américaines, etc., parce qu'elles pratiquent une monnaie différente, des accords différents. Il y a même eu un système d'échange bancaire parallèle à SWIFT, avec lequel les Américains jouent le hochet pour qu'ils interdisent à tous les pays. Et bien maintenant, il y a aussi un système d'échange bancaire qui est parallèle et qui permet aux peuples et aux pays d'échanger entre eux, de traiter avec leur propre monnaie nationale et d'échanger, donc d'arriver à exister indépendamment de ces sanctions mortelles, criminelles des Américains qu'ils distribuent à droite, à gauche, à chaque fois qu'il y a un pays qui leur résiste et un pays qui n'accepte pas leur diktat. Voilà. Alors Donc, on va parler un petit peu franchement, de... c'est un pas très important, je dirais, dans la construction de la Syrie et aussi vers la stabilisation de la situation en Syrie, vers la stabilité. Voilà. On va parler maintenant d'énergie, de gaz et de pétrole, et notamment du puits de Karish, puisque depuis le dernier SITREP, l'accord avait été annoncé mais n'avait pas été validé dans le détail. C'est chose faite maintenant, il est validé par les deux parties, c'est-à-dire par Israël et par le Liban. Alors, Oui. sachant qu'en Israël, ça grince des dents, notamment dans le clan Netanyahou. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? En fait, c'est un accord qui est
à trois partenaires, disons. On peut parler de Oui, partenaires. parce qu'en fait, le Liban, C'est un accord qui se je fait rappelle juste, entre le Liban, les États-Unis et le Liban. voilà, le Liban ne négocie pas en direct avec Israël. Voilà, les États-Unis sont le médiateur, on peut dire, pour cet accord. Donc, en fait, le Liban discute avec les États-Unis, ou d'ailleurs, qui ont délégué un médiateur qui s'appelle Amos Hochstein, qui lui est israélien en plus d'être américain. Mais bon, donc on voit le parti pris déjà des Américains, et puis de l'autre côté, les Américains avec les Israéliens. Et donc, en fait, dès le lendemain, après donc moult discussions, et c'est suite en fait, au rapport de force qui a été créé par le Hezbollah, qui a envoyé ses drones au-dessus des puits Karish, Rana, etc., l'ensemble de la Méditerranée, qui a aussi montré les vidéos qui montrent qu'il a tout son contrôle sur l'ensemble tout son contrôle et son savoir sur tout ce qui se passe dans les menus détails dans ces camps, dans ces champs, et puis que de toute façon, et une mise en garde totale pour tout le monde, pour tous ceux qui négocient et tous ceux comment dire, qui veulent accéder effectivement à cette richesse, que si le Liban n'obtient pas tous ses droits et tout ce à quoi il a droit, personne, absolument personne, ne pourra extraire quoi que ce soit de ces puits. Alors, la réalité, c'est que effectivement, donc, les États-Unis qui ont un besoin urgent du gaz de la Méditerranée et qui ont un besoin urgent du pétrole de la Méditerranée. Pourquoi, en fait? Mais pour essayer de le proposer à leurs alliés européens à qui qu'ils ont obligés à pratiquer un boycott du gaz russe et un boycott de l'énergie russe, et qui en fait sont sur la voie de l'écroulement économique total s'il n'y a pas justement un substitut qui arrive rapidement. Donc c'est ça aussi qui a poussé les Américains à accepter et à même faire pression sur les Israéliens pour qu'ils soient acceptés. Alors, en fait, c'est vrai que le climat au Liban est à la satisfaction et à la prudence en même temps, et que le climat dans l'état d'occupation israélienne est plutôt plutôt à la, comment dire, ils sont très sceptiques et ils disent comment dire, les États-Unis ou comment il s'appelle, Yair Lapid, le Premier ministre actuel, a cédé à toutes les questions de Hezbollah, qu'ils sont très, très mal. Donc, ça a attisé toutes les contradictions au sein de l'appareil d'occupation entre Netanyahou, Yair Lapid et les autres, etc. Donc, Petite parenthèse, grande bagarre. Voilà. il n'est pas exclu que Netanyahou revienne au pouvoir prochainement. De toute façon, pour nous, c'est un occupant comme l'autre. Hein. On n'a pas, nous, comme pour les Palestiniens, il n'y a pas de préférence de l'un pour l'autre, puisque de toute façon, la seule chose qui les unit, c'est plutôt taper sur les Palestiniens et faire couler le sang des Palestiniens au maximum. Alors, ça, Okay. c'est une affaire interne israélienne. On n'en a rien à faire. Et ce qui est important, c'est les droits des Palestiniens qui, eux, se battent pour leurs droits, et les droits pour les Libanais qui se battent pour leurs droits, etc. Donc, en fait, ça, c'est très, très important.
Alors, par rapport à ce que tu disais juste avant qu'on parle du puits de Carige, ce redessinement des rapports de force géopolitiques dans le monde, j'aimerais que tu commentes cette information, ces deux informations suivantes. Un, donc l'OPEP Plus et l'Algérie donc ont refusé d'augmenter leur production de pétrole suite aux injonctions américaines. Et l'autre, c'est l'Arabie Saoudite qui a réaffirmé sa volonté de rejoindre les BRICS. Est-ce que tu peux Mhm. commenter ces deux informations? Effectivement, ça c'est très important. Effectivement, c'est quand on voit que effectivement pour la première fois de sa vie, l'allié traditionnel des États-Unis, qui est l'Arabie Saoudite, et que les États-Unis ont pris l'habitude de pomper sans compter, en fait. Hein. Je rappelle quand même les différentes visites de Trump quand il leur a fait payer je ne sais combien de milliers de milliards, de l'or, de l'argent, etc., et qui leur parle avec un dédain total. J'ai dit au roi, on arrêtera de vous défendre si vous n'obtempérez pas, si vous ne payez pas, etc., avec un mépris le plus total. Et puis la suite, Biden n'a pas été mieux aussi dans ses rapports. Donc, moi, je vois avec satisfaction, une certaine satisfaction, je dirais, l'Arabie Saoudite rebiffer. D'ailleurs, quand Biden est venu, est allé en Arabie Saoudite, il a été reçu, à mon avis, de manière assez quelconque. Hein. Alors que d'habitude, ils sont toujours à plat ventre devant le dirigeant américain. Et là, Mohammed Ben Salman a été très, très fier, très, très présent, etc. Ça, c'était déjà une bonne chose. Et puis, donc, à la suite, le refus de pomper plus de pétrole, en disant que de toute façon, nous sommes dans l'OPEP+, les décisions de l'OPEP+, se prennent collectivement, donc la Russie faisant partie du l'OPEP+, hein, et puis que de notre côté, il n'y a pas suffisamment de capacité de production pour pomper davantage de pétrole. Ça d'une part, mais je voudrais aussi faire un petit tour aussi en Algérie lorsque Macron est allé en Algérie aussi demandant qu'est-ce qu'il y ait plus de pétrole, etc. Malgré les rencontres qui ont été les plus cordiales, où ils ont effectivement décidé de tourner la page du passé et commencer une nouvelle vie avec de respect mutuel avec l'Algérie, avec la France, ben là aussi, la France n'a pas obtenu plus de pétrole ni plus de gaz de l'Algérie. Et ça montre aussi que, effectivement, les pays BRICS commencent aussi à se regrouper, reprennent le flambeau, se regroupent et là aussi, on voit même des pays comme le Brésil, le Nicaragua, je crois, où il y a effectivement un retour aux positions, je dirais, de souveraineté et de respect de leur propre peuple et puis de leur propre richesse. Donc, d'ailleurs, les courants populaires où on voit maintenant à 2 semaines des élections au Brésil que le score de Lula augmente très fort, que même au Pakistan, tu disais tout à l'heure que Imran Khan a été aussi un peu le victorieux des élections, Dimanche dernier, comment dire, des élections, partiel. voilà, dimanche dernier, partielles. Donc, il faut savoir qu'Imran Khan, il a été effectivement l'objet d'une révolution colorée activée par les Américains au lendemain de sa déclaration aux Américains, nous ne sommes pas nouveaux esclaves, parce qu'il leur demandait de couper les relations aussi avec la Russie. Alors, on voit que le monde se transforme progressivement, que tous les pays
commencent à tourner une page et qui commencent à prendre le chemin de la défense de leur propre intérêt et de leur propre souveraineté, en se sentant forts dans un camp où il y a la Chine, la Russie, qui, eux, prônent une autre stratégie mondiale, qui est une stratégie mondiale qui est basée sur le respect des relations avec l'autre, le respect de l'autre, le respect de sa souveraineté et le manque, comment dire, la non-ingérence, et puis voilà, une coopération pour un développement mutuel des deux côtés. Donc, c'est des rapports gagnant-gagnant, des rapports d'égalité et de respect. Et ça, c'est un monde nouveau qui se construit et qui, effectivement, attire beaucoup les pays du Sud, hein, qui ont toujours été piétinés par les Américains et les pays de l'OTAN. On pense que, je pourrais penser que les pays européens qui sont toujours piétinés aussi par les Américains vont se réveiller peu à peu. D'ailleurs, on a vu la Hongrie qui, effectivement, au sein de l'Union européenne, refuse d'appliquer les sanctions contre la Russie, et il le refuse clairement et ouvertement. Bon, peu à peu, les choses viennent et les rapports de force changent dans le monde. Il faudra que les uns et les autres en tirent la bonne leçon, d'ailleurs, y compris les peuples, pour faire pression sur leur gouvernement. Alors, dernier point qui est le paradoxe de cette situation aussi, on voit que les États-Unis ont mis des sanctions contre le cimentier français Lafarge. Ah oui. Presque $1 milliard de dollars. 778 millions presque, de dollars. C'est 777 millions, 778 millions de dollars, soi-disant pour les sanctionner d'avoir soutenu le terrorisme en Syrie. Et notamment comme l'État si islamique. Les États-Unis, voilà, et oui, Daesh, et justement, qui est lui créé par les États-Unis et qui a été soutenu par les États-Unis, soutenu, défendu, armé par les États-Unis. Là, je voudrais rappeler quand même que lorsque l'armée syrienne, et toujours jusqu'à maintenant, lorsque l'armée arabe syrienne a combattu et vaincu Daesh, c'est elle qui a été bombardée par les Américains. Et quand même, je voudrais quand même rappeler que le général Qasem Soleimani et le général Abu Mahdi Mohandes étaient les chantres de cette lutte contre Daesh, et ce sont les États-Unis qui les ont assassinés. Et ajouté à d'autres assassinats de personnes importantes qui ont lutté contre le terrorisme. Mais là, justement, c'est que les États-Unis, par cette action, ils montrent à la France que ce sont eux qui décident et que ce sont eux qui peuvent aussi appliquer des sanctions contre les entreprises françaises, hein, parce que Lafarge est une entreprise française quand même, et contre les entreprises françaises pour des lois qu'ils ont distribuées comme ça de manière que les Américains ont mis en place comme ça de manière complètement arbitraire. Donc là, c'est et le d'ailleurs procès... comme de manière complètement arbitraire. Donc là, c'est le procès aux États-Unis. Il y a eu un procès en France, il me semble, enfin des audiences en tout cas, me semble-t-il. Et ce que j'avais noté à cette époque, c'est qu'il y a une grande hypocrisie, c'est grotesque la position française, parce que de deux choses une, ou bien ces services secrets français savaient très bien ce que faisait Lafarge, et donc Lafarge le faisait avec la bénédiction de la France, ou bien les services secrets n'étaient pas au courant, et à ce moment-là, c'est des services secrets qui ne sont pas dignes d'un pays comme la France. Et donc, évidemment que c'est probablement plus sa première hypothèse. Mais c'est important de le souligner. De toute façon, le directeur de Lafarge, et je l'ai entendu dire ça de sa tête, de sa propre bouche, où il disait, de toute façon, nous, on ne peut pas partir d'un pays tout simplement parce qu'il y a des problèmes. Mais nous traitons toujours en coordination avec notre État et avec nos services de renseignement. Donc, de toute façon, il n'y a pas méprise dans le truc, tout le monde est au courant et ils ont agi et continué à agir sous la directive du renseignement français.
de Mhm. toute façon. Alors, Voilà. un point qui me semble important d'évoquer également, on n'en a pas parlé en préparant cette interview, mais ça m'est revenu tout à l'heure. Il y a un ministre des Affaires, un ministre israélien qui a fait parler de lui récemment. C'est Nachman Shai. Alors son nom complet c'est Shai quelque chose. Je crois qu'il est d'origine ukrainienne. En tout cas, c'est le ministre des Affaires de la Mhm. diaspora. Et il avait fait un Mhm. tweet récemment en disant ah mais puisque l'Iran livre des drones à la Russie, là, il n'y a plus aucun doute que Israël à qui Israël doit fournir des armes. Sous-entendu À à l'Ukraine. Zelensky. Voilà. Ben oui, à Ce qui a fait Zelensky. réagir évidemment Lavrov, Sergei Lavrov, qui Ouais. il y a 2 jours a déclaré ah ben si Israël commence à livrer des armes à l'Ukraine, cela détruirait la relation Russie-Israël. C'était une déclaration En assez fait, forte. c'est une nouvelle mise en garde, hein. Oui, Non, absolument. Et pardon, c'est une excuse-moi. nouvelle mise en garde, puisque. Ce n'est pas Sergei Lavrov, c'est Dmitri Medvedev qui a fait Mhm. cette mise en garde. Et depuis, donc, il y a eu un rétropédalage en Israël. Et aussi bien donc, les deux opposants, Netanyahou que Benny Gantz, dans des différentes interviews, ont dit non, mais il n'est pas question que nous livrions des armes à l'Ukraine. Il y a eu un rétropédalage, quoi. En fait, il faut savoir quand même que de toute façon, non seulement ils fournissent des armes, mais il y a eu plus de 10 000 Russes, 10 000, pardon, Fantassin, Israéliens qui sont partis en, en, en en Ukraine. Ukraine se battre avec les néo-nazis, là, avec la bande Azov et comment elle s'appelle l'autre bande? Nadara, Le régiment euh, Azov, et puis après, donc, il y a. Oui, La bande Bandera. le- C'est Azov et Bandera. c'est Ouais, la figure qui date alors, de la Seconde Guerre mondiale, Bandera. voilà, voilà. Effectivement, alors Donc, c'est complexe parce que ils se effectivement, battent aux côtés, ils sont complètement. en Israël, ça fait grincer des dents. Et puis même parmi les Juifs de France, il y a Arnaud Klarsfeld, je crois, qui a dénoncé le fait que l'Europe, la France soutiennent les néo-nazis en Ukraine. Donc il y a certains Israéliens, certains Juifs qui ne sont pas du tout à l'aise avec ça. Mhm, Il faut le souligner quand même. mhm, mhm, Euh, mhm. De toute façon, ils disent, les Juifs, ils ont toujours parlé de la Shoah comme une œuvre nazie par excellence. Alors, si actuellement ils viennent à côté des nazis, ça les dénonce complètement. oui, Ça découvre leur visage, leur quoi. Le duplicité. visage du sionisme, qui est un visage fasciste et nazi aussi. Alors, tu m'as fait part d'une nouvelle qui m'a assez surpris. Donc, l'Australie est revenue sur sa décision de reconnaître Mhm. Jérusalem comme capitale d'Israël. Est-ce que tu peux nous en parler? Tout à Dans quel fait. Elle contexte a, ça elle s'est a fait? annoncé ça. Alors, hier, c'était la ministre des Affaires étrangères euh, australienne qui l'a déclaré. Alors, bon, c'est étonnant, mais c'est comme ça. On se demande, est-ce que c'est une manière aussi de se rebeller contre le diktat américain? Parce que c'est comme ça, parce qu'en plus, elle l'a dit dans le contexte et nous revenons en arrière, donc nous ne reconnaissons plus Jérusalem comme capitale d'Israël. Nous sommes plutôt pour la solution à deux États. Jérusalem-Est est la capitale de l'État palestinien, etc. Donc ça, c'est vraiment très clair. Ce n'est pas une erreur de frappe, je Mhm. dirais. Ouais, c'était clairement dit. Voilà, Et également, tu me parlais voilà, du tout à 20e fait. congrès du parti chinois, le PCC, qui vient d'avoir lieu en Chine. Ouais, absolument, qui a réélu Xi Jinping pour encore 5 ans. Ça, c'est quelque chose de très important. Xi Jinping est comment dire, le visionnaire de la Chine des années 2030, qui doit être la première force économique mondiale. Et il annonce effectivement les principes de la stratégie. Il réaffirme les principes de la stratégie
de la route de la soie et de la ceinture, et qui se base sur le développement de l'ensemble des pays, qui se base sur le respect de la souveraineté de chacun des pays, qui se base sur l'équité et qui est aussi tout à fait contraire à tout hégémonisme, à toute domination du monde par une grande puissance, et qui en plus alors a assuré le monde entier de l'unicité de la Chine et de Taïwan dans deux régimes différents, et que tous ceux qui touchent à ce principe, ils se mettent en travers de la volonté du peuple chinois et de son État, et donc nécessiterait qu'ils s'y opposeront de toute manière, que le fait que la réunification de Taïwan avec la Chine est un processus qui est toujours valable et qui est en envergure, je dirais, par contre, et de toute façon, on n'exclut pas s'il y a des perturbations et des déstabilisations dans ce processus, il n'exclut pas la voie de la force. Donc c'est un discours qui est très ferme, très clair, avec des messages très clairs aussi bien aux Américains qu'aux Européens. L'histoire des sanctions, il aborde cette question dans le sens où c'est inacceptable que certains pays mettent des sanctions contre d'autres, etc. Ça, nous ne l'accepterons pas et nous ferons tout pour que ça ne passe pas. Donc, ça va tout à fait dans le sens du nouveau monde et des principes du nouveau monde qui sont basés sur le respect de la souveraineté des pays, sur le développement mutuel et réciproque, et sur des rapports d'équité et d'égalité, et sur des rapports visant la stabilité dans le monde et le développement de tous les pays. Donc, bien sûr, lutte contre la pauvreté et la faim, etc. Voilà. Et ça, c'est un point important, le fait que Xi Jinping a été réélu. Bien sûr, il a aussi parlé des valeurs de la société, comme d'ailleurs comme Poutine avait évoqué les valeurs de la société, une société basée sur l'éthique, sur le respect des personnes, sur le respect des valeurs morales, le respect de la famille, et que le rejet des familles à parents homosexuels, etc. Parents variables. Parents variables, voilà, un parent deux, etc. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'important en fait, et je crois qu'il assoit effectivement et qui rétablit les valeurs du monde aussi, enfin qui rétablit l'équilibre et qui sont des valeurs qui sont beaucoup plus adoptées, je dirais, dans les pays du Sud, que ces valeurs qui sont basées sur rien, qui sont en vogue aujourd'hui dans le monde nihiliste, je dirais. C'est un monde nihiliste. Alors c'est vrai que la Chine est plutôt un facteur de stabilité en termes de géopolitique mondiale, puisque voilà, elle respecte grosso modo les grandes lignes du droit international. En revanche, pour ce qui se passe en Chine même, je n'y suis pas. Et on peut voir peut-être certains excès dans la lutte contre le Covid. Mais bon, ça regarde les Chinois en premier lieu. Ça regarde les Chinois en premier lieu. Mais moi, personnellement, j'ose penser que les Chinois ont effectivement relevé dans cette histoire du Covid comme ayant été l'objet, et ce n'est pas exclu, d'une véritable guerre biologique menée par les Américains contre eux. Et ils ont pris ça avec beaucoup de sérieux.
justement. Mhm. Donc, Alors, c'est en attendant pas l'Occident, l'excès dont on peut parler. en attendant en Occident, on a toujours autant de mal à parler des accidents vaccinaux, hein, des fameux vaccins anti-Covid qui allaient Mm. sauver la planète entière, et qui allaient nous permettre de retrouver la vie d'avant, hein. Donc là, j'ai relevé pêle-mêle, mais j'en ai pas fait une liste exhaustive. Je vais même pas citer les noms, mais il y a un chanteur africain d'une quarantaine d'années, je crois, qui est mort sur scène, malaise cardiaque. Oui, Une oui, oui, magistrate, oui. une Ouais. magistrate en pleine audience, Mm. morte. Et puis un champion de bodybuilding, hein, 40 ans aussi. ouais. Et puis un champion de bodybuilding qui avait gagné, qui a été pas Miss Univers, mais Mister Univers, enfin je sais plus comment on dit, avec ses gros Mhm. muscles là, les champions de bodybuilding, et qui avait fait toute une Mm, campagne mm, à mm. l'époque en disant, bah regardez, moi je me vaccine, si je n'ai rien, ça veut dire que vous pouvez y aller, si j'ai un problème, bah voilà. Et depuis il est mort, malheureusement, alors qu'il avait aucune cause de comorbidité à part les vaccins. Oui, oui. Non, puis ce sont des vrais champions, quoi. Mm. Alors, moi, je voudrais quand même signaler deux faits qui sont intéressants et sympas. C'est que aussi, pendant ce temps où la Syrie se reconstruit, elle continue aussi à vivre et à se dépasser, je peux dire, à se surpasser. Il y a des jeunes filles qui ont eu des médailles d'or dans un tournoi asiatique de la kickboxing, en fait. Elle a Mhm. eu non, du karaté, en fait, deux médailles d'or, deux filles qui ont remporté deux médailles d'or. Il y a aussi comment dire, les Olympiades, comment dire, les Olympiades informatiques et de la science, etc. Les Syriens s'y sont bien positionnés. Et il y a donc aussi, je peux dire, ils continuent à être aussi bien au niveau local qu'au niveau mondial. Ils continuent à participer à tous ces tournois et Toutes ces compétitions. comment dire, toutes ces compétitions et manifestations internationales. Mhm. Ça, on ne peut que leur les saluer et dire à tout le monde, en fait, chapeau bas, parce que malgré des conditions difficiles, du blocus et puis de vie difficiles où il y a des coupures permanentes d'électricité, des coupures permanentes d'eau, où manque l'infrastructure, où manque beaucoup de choses, ben, les Syriens se battent pour, non seulement pour exister, mais pour garder un certain leadership quelque part par rapport à... Ils se dépassent, surpassent eux-mêmes et ils essayent de se positionner parmi les pays, euh, les- en fait, dans le monde, quoi. Mhm. Donc, tout ceci me remplit d'espoir et d'optimisme pour le peuple syrien qui continue à se battre et qui continue à résister. Et tout en le faisant, il continue à construire et à penser à son avenir. Donc, voilà, je Et dirais j'en profite chapeau. J'en profite Mm. pour dire qu'il y avait également il y a 10 jours de cela, le samedi 8 octobre, une journée mondiale de soutien à Julian Assange. Il y a eu un rassemblement à Mm. Paris, et il y a eu un grand rassemblement à Londres où en fait les manifestants ont entouré le Parlement en faisant une chaîne Mm. humaine. Donc il y a des images que vous pouvez retrouver sur Mm. internet qui ont Mm. envoyé un gros message d'espoir à Julian Assange parce que c'est vrai que les tensions doivent être vraiment difficiles à vivre. Absolument. Absolument, moi je salue de ce fait effectivement Julien Assange et je voudrais dire liberté pour Julien Assange, liberté pour George Abdullah aussi, qui est un grand militant qui est là en France depuis 35 ans et il n'a plus aucune raison d'être incarcéré puisqu'il a terminé ses peines et c'est quelqu'un qui a fait pour grand crime d'avoir soutenu la Palestine et d'avoir milité pour la Palestine. Donc voilà ce que la France fait pour les droits de l'homme.
dont elle se targue. Puisque tu parles de la Palestine, j'ai La défenseuse. une pensée émue pour Badia Benjeloun, qui nous a quittés il y a 6 mois. Absolument. Grande militante d'origine marocaine, Ouais, qui vivait en France, tout à médecin de fait, son que état, nous saluons, et que nous avons connu tous que les nous deux. saluons parfaitement. Oui, tout à fait. Et que nous avons, en fait, on a mené des luttes communes et puis qui est toujours quelqu'un, qui a toujours été quelqu'un de très déterminé à lutter aux côtés des déshérités contre l'injustice. La plus grande injustice dans ce monde étant la question palestinienne, où effectivement, certains disent, si on a un cœur, on ne peut être qu'avec les Palestiniens. Donc voilà, et contre l'occupant israélien qui usurpe les terres et puis les maisons et qui rend la vie impossible à tout Palestinien. Donc hommage à Badia Benjelloun, hommage à Assange, hommage et liberté à Assange, mais hommage aussi à toutes ces luttes et à tout ce qu'il endure depuis des années maintenant. Comme pression psychique, physique, psychologique, etc. Alors qu'il n'a absolument commis aucun délit, à part celui de chercher à informer le peuple, à informer les gens, à informer le monde de ce qui se trame. Et je dis chapeau, Julian Assange, nous sommes tous avec toi. Et voilà. Merci beaucoup Aïssa Milani pour ce joli message et merci encore pour toutes tes analyses, toutes les informations que tu nous apportes en ce moment depuis Damas, toutes les 2 semaines, parce que je rappelle que nos interviews se fait à distance et Ouais. je remercie également tous les internautes pour votre fidélité et puis pour tous les commentaires que vous laissez. Aïssa, la parole est à toi. Moi, je voudrais vous remercier tous. Et puis, si vous voulez être sûr d'avoir nos CTREP et puis plus, n'oubliez pas de vous abonner et puis cliquez sur le signal d'abonnement en dessous de la vidéo pour ne rien perdre de ce que nous faisons et des nouvelles qui ne vous parviendront jamais par les médias mainstream. Donc, pour rester informé, effectivement, assurez-vous de pouvoir suivre ces sites web une fois tous les 15 jours. Ce n'est pas beaucoup de temps, mais c'est un plaisir pour nous, pour vous, de servir la vérité, je te dirais. Très bien. Et bien à bientôt, Aïssa. À bientôt. À bientôt, Raphaël. Merci et au revoir à tous. Thank you.